Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous commençons l'enregistrement de cette sixième séance du cours de la finance internationale. Avant de commencer, j'aimerais remercier l'ensemble des étudiants qui vont m'accompagner dans cet enregistrement. Donc, il s'agira d'un enregistrement interactif qui permettra bien sûr à mes étudiants d'intervenir en même temps, de poser leurs questions et de demander des explications. Cette sixième séance sera réservée une autre fois au premier chapitre sur la balance des paiements. Donc, c'est la suite et c'est la fin de ce premier chapitre. Et nous continuons la discussion sur la question posée lors de la cinquième séance, à savoir quelles sont les caractéristiques de la balance des paiements marocaine. Je commence par un petit rappel des principaux éléments avancés lors de la séance précédente. Nous avons au départ défini la balance des paiements et nous avons dit que c'est un document qui synthétise l'intégralité des relations entre les résidents et les non-résidents. Et nous avons mis en évidence le fait ou la nécessité de distinguer entre diverses appellations, diverses balances et de maîtriser le vocabulaire. Donc, auparavant, nous nous sommes intéressés à la balance commerciale et nous avons dit que la balance commerciale, il retrace les exportations et les importations des biens. Les exportations sont enregistrées FOB et les importations sont enregistrées CAF. Par contre, la balance des paiements, il permet bien sûr de retracer l'ensemble des relations entre les résidents et les non-résidents. Et nous avons dit que la balance des paiements, il se compose de deux principales rubriques. La première rubrique, c'est le compte des transactions courantes et la deuxième rubrique, c'est le compte financier. Le compte financier, bien sûr, il porte essentiellement sur les mouvements de capitaux. Par contre, le compte des transactions courantes, il porte sur les paiements courants ou sur les transactions courantes ou essentiellement sur les exportations et les importations des biens et services, comme il porte sur les transferts. Nous avons attaqué la dernière fois le concept ou le compte des transactions courantes et nous avons dit que le compte des transactions courantes, il concerne quatre principales sous-rubriques: les biens, les services, les revenus et les transferts. Ce qui nous a donné en premier lieu une première balance, à savoir la balance des biens, la balance des échanges des biens. Et cette balance des échanges des biens, il s'intéresse à l'exportation et à l'importation des biens, une précision qui s'impose au niveau de la balance des paiements. Tous les comptes sont enregistrés FOB pour éviter la double comptabilisation ou pour éviter le double enregistrement. Ainsi, la balance des échanges des biens s'intéresse aux exportations et aux importations enregistrées FOB avec une autre précision, c'est la nécessité de transfert de propriété. Ce sont ces deux principaux éléments qui font la différence entre la balance des échanges des biens et la balance commerciale discutée auparavant. Et par rapport à la balance des échanges des biens, on retrouve une caractéristique principale déjà discutée au niveau de la balance commerciale. Et nous avons dit que la balance des biens en Maroc, ou la balance des échanges des biens en Maroc, il est déficitaire. Et vous voyez ici que le déficit, il s'élève, à 192 milliards de dirhams. Et la première question que nous avons posée et qui va nous permettre de présenter les autres éléments de la balance des transactions courantes comme les autres éléments de la balance des paiements, c'est comment ce déficit de la balance des échanges de biens est financé. Et je précise une autre fois, une économie forte, une économie compétitive se voit en haut de sa balance des paiements. Plus on réalise un équilibre en haut de la balance des paiements,
plus on réalise un excédent en haut de la balance des paiements, plus l'économie est une économie forte, plus l'économie est une économie compétitive sur la scène internationale. Maintenant, plus on descend vers le bas de la balance des paiements pour chercher l'équilibre, plus l'économie est une économie en difficulté. Ensuite, nous nous sommes intéressés à la deuxième composante, à savoir la balance des services ou la balance des échanges de services. Et nous avons dit que la balance des échanges de services, il retrace l'évolution des exportations et des importations de services. Nous avons pris un certain nombre d'exemples de services, notamment tout ce qui concerne le transport international, l'assurance internationale, les services d'entretien, ensuite les voyages, c'est-à-dire tout ce qui concerne le tourisme. En même temps, nous avons d'autres services comme les services financiers, etc. Et par rapport à la balance des échanges de services, donc je répète une autre fois, la balance des échanges des services, il retrace l'évolution des exportations et des importations de services. Et ce que nous constatons, c'est que cette balance des échanges de services en Maroc, il est excédentaire et l'excédent, il est de l'ordre de 88 milliards de dirhams. L'origine de cet excédent, nous avons dit, c'est en premier lieu, évidemment, les recettes touristiques. Donc, la première origine de cet excédent, du déficit, plutôt de l'excédent de la balance des échanges des services, n'est rien d'autre que les voyages ou le tourisme international. Et le Maroc tire profit de ces dotations en termes d'infrastructures touristiques et des atouts touristiques dont il dispose. Et nous voyons ici l'importance de ces recettes touristiques au niveau des échanges extérieurs du Maroc comme une source de devises. Deuxième origine de cet excédent, nous avons dit, évidemment, ce n'est rien d'autre que les services réalisés dans le cadre de l'admission temporaire et c'est essentiellement au niveau du secteur du textile. Et en troisième lieu, nous avons dit, nous avons les services réalisés dans le cadre de l'offshoring et partant de là, trois principaux secteurs contribuent à la réalisation de cet excédent au niveau de la balance des échanges de services, à savoir en premier lieu le secteur touristique, en deuxième lieu les opérations dans le cadre de l'admission temporaire et en troisième lieu, nous avons le secteur de l'offshoring. Maintenant, est-ce que cet excédent de la balance des échanges de services permet d'absorber l'intégralité du déficit de la balance des échanges des biens? La réponse est non. Et nous avons une troisième balance qui n'est rien d'autre que la balance des échanges des biens et services. Et la balance des échanges des biens et services, elle retrace l'exportation et les exportations et les importations de l'ensemble des biens et services et ne constatant que cette balance des échanges des biens et services est aussi déficitaire, ce qui indique que l'excédent réalisé au niveau de la balance des échanges des services ne permet pas d'absorber l'intégralité du déficit réalisé au niveau de la balance des échanges des biens. Je crois que ce sont les principaux éléments que nous avons discutés au niveau de la science précédente. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Sinon, je passe à la suite du cours. Des questions? Très bien, parfait. Nous passons maintenant à la suite des cours. Et pour la suite du cours, je précise que nous avons distingué entre deux principales composantes de la balance des paiements. Premièrement, le compte des transactions courantes et deuxièmement, le compte financier.
Et je précise que le compte financier, il est dédié à ce qu'on appelle les mouvements de capitaux. Et pour commencer la discussion de la science d'aujourd'hui sur la suite de la balance des paiements, à savoir surtout les revenus ou le revenu primaire et le compte financier, je vous propose de noter l'exemple suivant. Donc, vous notez exemple. Une entreprise espagnole investit au Maroc, une entreprise espagnole investit au Maroc une somme de 500 millions de dirhams, une somme de 500 millions de dirhams, point. À la fin de l'année, il enregistre, il enregistre un revenu ou un bénéfice, il enregistre un bénéfice ou un revenu de l'ordre de 100 millions de dirhams, de l'ordre de 100 millions de dirhams, dont 60%, dont 60% sont distribués comme, dont 60% sont distribués comme dividendes. Alors, dans cet exemple, vous avez en principe trois montants, ou même quatre montants. Le premier montant, c'est le montant de l'investissement. Et le montant de l'investissement dans ce cas-là, il est de l'ordre de 500 millions de dirhams. Le deuxième montant, c'est le résultat net réalisé en fin d'année, qu'on appelle le revenu réalisé en fin d'année. Et il est de l'ordre de 100 millions de dirhams. Le troisième chiffre, c'est les dividendes distribués. Et elle s'élève à 60 millions de dirhams. Enfin, nous avons une dernière composante, la quatrième statistique ou le quatrième chiffre, qui est de 40 millions de dirhams. Effectivement, il s'agit ici, comment on appelle ce Report à montant? nouveau. Non, ce n'est pas des reports à nouveau. Report à nouveau, c'est surtout lorsque l'entreprise réalise des pertes. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de pertes. Les réserves. Exactement, c'est des réserves. Il Les s'agit réserves. des réserves. Les réserves. Donc, les réserves pour 40 millions de dirhams. Très bien. La question qui se pose, c'est la question suivante. Qui sont les chiffres qui doivent être enregistrés au niveau de la balance des paiements? Et je vous ai dit, il y a deux composantes principales au niveau de la balance des paiements. Nous avons le compte des transactions courantes, donc c'est ce que vous voyez devant vous. Et je précise qu'ici, en crédit,
il s'agit d'une entrée de devises ou encore d'une exportation de transactions courantes. Par contre, ici, en débit, il s'agit d'une sortie de devises et partant de là, une importation de transactions courantes. Et le solde ici, lorsqu'il est avec un signe moins, il s'agit d'un déficit. Par contre, il s'agit d'un signe plus, il s'agit d'un Excellent. excédent. Très bien. Dans notre cas, j'ai commencé par la première statistique que je vous ai donnée. Le premier chiffre, c'est le montant de l'investissement, qui est de l'ordre de 500 millions de dirhams. Je précise que l'investissement ne s'agit pas ou n'est pas considéré comme une transaction courante. Il s'agit plutôt d'un mouvement de capitaux. Donc, lorsqu'on parle des mouvements de capitaux, c'est l'investissement étranger sous ses diverses formes, notamment investissement en portefeuille et investissement direct étranger, comme il peut s'agir de l'ensemble des opérations financières, des placements, des emprunts, des crédits commerciaux, etc. Donc, je répète, l'investissement, il n'est pas considéré comme une transaction courante, mais il est considéré comme un mouvement de capitaux. Et partant de là, il ne doit pas être enregistré en haut de la balance des paiements, mais il doit au contraire être enregistré en bas de la balance des paiements et au niveau du compte financier. Alors là, passons maintenant au compte financier. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur les deux composantes de la balance des paiements, à savoir les transactions courantes et le compte financier. Alors, je vais commencer par quelques précisions à propos des comptes financiers avant de nous intéresser, bien sûr, aux chiffres que je vous ai donnés. Donc, devant vous, vous avez le compte financier. Et au niveau du compte financier, nous n'avons plus cette fois-ci crédit et débit, mais nous avons acquisition nette d'avoir, bien sûr à l'étranger, ou accroissement net des engagements du reste du monde vis-à-vis du Maroc. Alors, qu'est-ce qu'on entend par cela? Lorsque, par exemple, on achète des actions ou des obligations à l'étranger. Les entreprises marocaines investissent à l'étranger. Alors là, il s'agit de quoi? D'acquisition nette d'avoir. Acquisition nette d'avoir, c'est lorsque les résidents achètent des avoirs à l'étranger. Donc, je répète, acquisition nette d'avoir, il s'agit bien sûr de quoi? Il s'agit des résidents qui achètent des avoirs à l'étranger. Lorsqu'on achète des actions à l'étranger, on achète des obligations à l'étranger, on investit à l'étranger, on place à l'étranger. Donc, tout cela entre dans le cadre des acquisitions nettes d'avoirs. Maintenant, accroissement net des engagements, c'est la situation inverse. C'est lorsque les étrangers, ou encore d'une manière plus précise, lorsque les non-résidents achètent des avoirs sur le territoire national, lorsque les non-résidents investissent au Maroc, lorsque les non-résidents achètent des actions ou achètent des obligations au Maroc, lorsque
les non-résidents placent au Maroc, lorsque les non-résidents accordent des crédits commerciaux aux entreprises marocaines. Donc tout cela, évidemment, concerne des mouvements de capitaux et ces mouvements de capitaux doivent être enregistrés en bas de la balance des paiements. Donc là, à partir de cette première présentation, vous allez considérer comme mouvement de capitaux tous les mouvements portant sur les investissements à l'étranger, que ce soit les investissements directs ou les investissements en portefeuille, que ce soit les placements ou les emprunts, ou que ce soit évidemment l'ensemble des crédits commerciaux reçus ou les crédits commerciaux accordés. Très bien. Une autre distinction, c'est entre l'investissement direct et l'investissement en portefeuille. Je commence par l'investissement de portefeuille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'on entend par l'investissement de portefeuille? Alors, L'investissement des actions, des obligations, Ouais. oui. des bons de trésor. Alors là, l'investissement de portefeuille, vous dites, il s'agit de l'acquisition des titres financiers ou des instruments financiers ou des actifs financiers ou des produits financiers d'une manière générale. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres précisions de la part d'autres étudiants? Donc oui, effectivement, lorsque on voit ce concept d'investissement de portefeuille, on pense automatiquement à l'acquisition des actions, des obligations, des titres de créance négociables, ou encore des bons de trésor. Mais la définition, si on s'arrête à ce niveau-là, n'est pas exacte. Alors, qu'est-ce qu'on entend par investissement de portefeuille? C'est toute prise de participation au capital d'une entreprise ne dépassant pas 10%. Toute prise, donc vous notez, investissement de portefeuille, 2 points. Toute prise de participation par un non-résident, toute prise de participation par un non-résident à une unité résidente ou dans le capital d'une unité résidente, toute prise de participation par un non-résident, par toute prise de participation par un non-résident, nous avons dit à quoi? Au capital d'une unité résidente ne dépassant pas 10%. Ne dépassant pas 10%. Donc, dorénavant, faites attention. Le fait de dire que l'investissement de portefeuille concerne l'acquisition des actions ou des obligations peut être considéré comme une définition incomplète. Alors, quand est-ce qu'on dit investissement de portefeuille? C'est lorsqu'il s'agit d'une prise de participation par un non-résident au capital d'une unité résidente, mais inférieure à 10% du capital. Par contre, si la prise de participation au capital dépasse 10%, on parle de quel type d'investissement? On parle de l'investissement direct. Investissement direct étranger. Donc, l'investissement direct étranger, il concerne des prises de participation au capital des entreprises pour un pourcentage dépassant 10%. Je vous signale que c'est la définition universelle qui complète votre définition initiale, considérant l'investissement de portefeuille comme acquisition d'actions ou d'obligations. Très bien. Alors là, si vous avez pu suivre mes explications, est-ce que vous pouvez me dire
quelle est la signification de ce chiffre-là? 15 379. Monsieur, c'est le nombre des investissements des non-résidents sur le territoire national. Donc, ce n'est pas le nombre, mais Le quel est le chiffre. chiffre? Le montant investi des C'est non-résidents. le montant des investissements directs étrangers réalisés au Maroc en quelle année? En 2019. Monsieur, on peut dire que c'est une entrée de devise. Exact, c'est une entrée de devise. Donc, il s'agit des entrées de devises réalisées en 2019 au titre des investissements directs étrangers. Donc, je répète, les 15 milliards de dirhams constituent les entrées de devises réalisées par le Maroc en 2019 à titre d'investissement direct étranger. Très bien. Dites-moi maintenant quelle est la signification de 9,9 milliards de dirhams ou des 10 milliards de dirhams. Sortie de devise. Des sorties de devises, C'est la exact. sortie de devise. Mais quelle est sa signification d'une manière exacte? Le montant des investissements marocains à l'étranger. Exact, très bien. C'est le montant de l'investissement à l'étranger réalisé par les résidents marocains. C'est la somme investie à l'étranger. Donc, il s'agit des investissements directs marocains à l'étranger. Donc, vous écrivez les investissements directs marocains à l'étranger s'élèvent à 10 milliards de dirhams. Est-ce qu'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie de devise? Sortie. Sortie de devise. Sortie de devise. Sortie de Une devise. sortie de devise, très bien. Et bien sûr, ici, les 5 milliards de dirhams que nous avons, est-ce qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit de la balance des capitaux? Déficitaire. Des Déficitaire. déficits. Très bien. Alors, je vais vous suivre dans votre analyse. Les 15 milliards de dirhams, est-ce qu'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie de Non, capitaux? c'est un Mais excédent. pourquoi C'est un entrée. déficitaire? C'est Parce un que excédent. C'est un excédent. C'est un excédent. excédent, oui. Donc, vous faites attention. C'est pourquoi j'avais au départ insisté sur la signification débit, crédit au niveau de la balance des transactions courantes. Et j'ai insisté sur les signes en disant que le signe plus constitue un excédent et le signe moins constitue un déficit. Mais au niveau du compte financier, vous faites attention. Lorsqu'on dit acquisition nette d'avoirs, il s'agit d'acquisition des avoirs à l'étranger et dans ce cas-là, il s'agit d'une sortie de devise. Par contre, accroissement net des engagements, il s'agit de l'acquisition des avoirs par des non-résidents sur le territoire marocain et partant de là, il s'agit d'une entrée de devise. Et lorsque nous avons ici un solde de signe négatif, il s'agit d'un excédent. Donc là, on a investi à l'étranger 10 milliards de dirhams, alors que le reste du monde a investi au Maroc 15 milliards de dirhams, ce qui nous donne bien sûr un excédent de 5 milliards de dirhams. Pareil, maintenant, lorsque je parle des investissements de portefeuille, nous avons dit, c'est l'achat. Évidemment, c'est l'acquisition de titres financiers, mais à condition que cette acquisition ou cette prise de participation ne dépasse pas les 10% du capital. Alors là, les investissements en portefeuille, qu'est-ce que vous constatez ici? Les 11 milliards de dirhams ou les 11,6 milliards de dirhams, il s'agit de quoi? Sortie de devise. Est-ce qu'il s'agit de sorties de devises ou des entrées de devises?
Rentrée de devises. Entrée de devises. Il s'agit C'est pas l'entrée de L'entrée de devise. devise. Donc là, il s'agit évidemment d'acquisition de titres financiers par des non-résidents. Donc, il se matérialise par des entrées de devises. Donc là, nous avons ici les 11,5 milliards de dirhams. Il s'agit des entrées de devises suite, bien sûr, à l'acquisition des titres financiers par des non-résidents. Par contre, si je prends les 145 millions de dirhams ou les 146 millions de dirhams, il s'agit d'une sortie de devise suite à l'acquisition des titres financiers ou des actifs financiers par des résidents à l'étranger. Donc là, j'aimerais juste faire une dernière petite précision. Alors là, une dernière petite précision. C'est par rapport aux investissements directs. Alors, nous avons ici actions et parts de fonds de placement. Donc, il s'agit de l'investissement pur et dur à travers, bien sûr, l'acquisition des actions des entreprises à l'étranger. Par contre, ici, lorsque je dis instrument de dette, il s'agit uniquement de l'octroi de dette ou l'octroi de prêts par les entreprises mères à leurs filiales à l'étranger. Donc ici, 611 millions de dirhams, ce n'est rien d'autre que des prêts qui sont accordés par les entreprises marocaines à leurs filiales à l'étranger. Par contre, ici, si je prends les 2 milliards de dirhams, ce sont les avances, ce sont les dettes, ce sont les prêts accordés par les entreprises étrangères à leurs filiales sur le territoire national. Donc, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est la chose suivante. Premier élément, c'est que le compte financier, il concerne essentiellement les mouvements de capitaux, notamment les investissements à l'étranger, les placements à l'étranger, les emprunts de l'étranger, l'ensemble des opérations financières entre les résidents et les non-résidents, notamment l'octroi des crédits commerciaux et la réception de crédits commerciaux par les entreprises marocaines. Ensuite, nous avons distingué entre acquisition nette d'avoir. Les acquisitions nettes d'avoir, c'est lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'avoir par des résidents à l'étranger, notamment l'acquisition d'actions, l'acquisition d'obligations, l'investissement, les placements à l'étranger, l'octroi des crédits par les entreprises marocaines à des entreprises étrangères. Et évidemment, tous les chiffres ici indiquent que lorsqu'on dit acquisition nette d'avoir, il s'agit d'une sortie de devise. Accroissement net des engagements, c'est la situation inverse. C'est lorsque les étrangers achètent des avoirs ou des titres sur le territoire national, lorsqu'il s'agit d'investissements étrangers au Maroc, lorsqu'il s'agit de l'acquisition des actions et des obligations par les entreprises étrangères sur le territoire marocain, lorsque les non-résidents, évidemment, placent sur le territoire national, lorsque les entreprises étrangères accordent des crédits commerciaux aux entreprises marocaines. Et évidemment, lorsqu'on dit accroissement net des engagements, il s'agit d'une entrée de devises. Maintenant, le solde, lorsqu'il est négatif, ça signifie un excédent de la balance des capitaux ou du compte financier. Par contre, lorsqu'il est négatif, il s'agit, donc j'ai dit, lorsque le solde est négatif, il s'agit d'un excédent de la balance des capitaux. Par contre, lorsqu'il est positif, il s'agit d'un déficit de la balance des capitaux. Et les chiffres que nous avons devant nous, on a distingué entre l'investissement direct et l'investissement de portefeuille. L'investissement direct, c'est des positions
c'est des prises de participation au capital dépassant 10%. Par contre, investissement de portefeuille, il s'agit d'acquisition de titres financiers, actions et obligations, à condition que les prises de participation au capital ne dépassent pas les 10%. Partant de là, les 15 milliards de dirhams signifient des investissements directs étrangers en Maroc. Et évidemment, c'est une entrée de devises. Par contre, les 11 milliards de dirhams, il s'agit des investissements de portefeuille en Maroc et le montant est de 11,6 milliards de dirhams. Il s'agit une autre fois des entrées de devises. Par contre, ici, nous avons 10 milliards de dirhams d'investissement marocain à l'étranger. Les entreprises marocaines, depuis plusieurs années, essaient de profiter des opportunités qui se présentent, notamment sur le continent africain, et ils commencent à investir à l'étranger. Et la somme où les réalisations d'aujourd'hui sont très importantes. Bien sûr, je parle des réalisations avant 2020. Pourquoi? Parce qu'on verra par la suite que l'année 2020 a été sévèrement touchée par le coronavirus et nous avons eu une forte baisse des investissements aussi bien étrangers au Maroc que des investissements marocains à l'étranger. L'essentiel ici, nous constatons que les entreprises marocaines depuis plusieurs années essaient d'investir à l'étranger et de profiter de l'ensemble des opportunités qui se présentent. Donc voilà les principaux éléments, évidemment, qui vont nous permettre de traiter notre exemple. Alors là, si nous revenons maintenant à l'exemple, nous avons 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est les 500 millions de dirhams. Il s'agit d'une entreprise étrangère qui investit en Maroc. Dites-moi, les 500 millions de dirhams, est-ce qu'ils doivent être enregistrés au niveau du compte financier ou bien au niveau du compte des transactions courantes? Compte financier. Compte financier. Financier. Compte financier. Il s'agit d'un mouvement de capitaux. Très bien. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise étrangère qui investit au Maroc ou d'une entreprise marocaine qui investit à l'étranger? Une entreprise étrangère. Étranger investi au Maroc. Très bien. Il s'agit d'une entreprise étrangère qui investit au Maroc. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il s'agit d'acquisition nette d'avoirs ou est-ce qu'il s'agit d'un accroissement net des engagements? Accroissement net. Il s'agit d'un accroissement net des engagements. Et l'accroissement net d'engagement, est-ce qu'il se matérialise par une entrée ou par une sortie de devise? Entrée de devise. Une entrée de devise. De devise. Très bien. On considère que cette entreprise, évidemment, vient de monter tout un projet au Maroc et partant de là, il est le propriétaire principal de son projet ou bien il est le propriétaire du capital. Dans ce cas-là, est-ce qu'il va s'agir d'un investissement direct ou d'un investissement de portefeuille? Investissement direct. C'est un investissement direct. D'un Un investissement direct. Donc, je vous ai dit, il est propriétaire du capital et dans ce cas-là, il s'agit d'un investissement direct. Est-ce qu'il s'agit d'actions et parts de fonds de placement ou est-ce qu'il s'agit d'un instrument de la dette ou d'instrument de dette? C'est un instrument de part. Non, ce n'est pas un instrument. Action et part Action de fonds de placement. Fonds de placement. Action et part de fonds de placement. Donc, je précise que quand est-ce qu'on parle d'instrument de dette, c'est lorsque l'entreprise étrangère accorde un crédit ou accorde un prêt ou accorde une avance, bien sûr, à sa filiale à l'étranger. Par contre, dans notre cas, il s'agit d'un nouveau investissement. Donc, il s'agit d'actions et parts de fonds de placement. Très bien. Donc, maintenant, si je vous demande les 500 millions de dirhams, ils doivent être enregistrés au niveau du compte de transactions courantes ou bien au niveau du compte financier? Compte financier. Compte financier. Plus exactement, c'est au niveau de quel ce compte? Investissement direct, action et part de fonds de Investissement direct et d'une manière encore plus précise, action et part de fonds de placement. fonds de placement. Il s'agit
d'acquisition nette d'avoirs ou est-ce qu'il s'agit d'un accroissement net des engagements? Il s'agit d'un accroissement net des engagements. Il s'agit d'un accroissement net des engagements. Très bien. Donc là, le premier montant est enregistré maintenant au niveau de la balance des paiements. Maintenant, nous avons trois autres montants. Le résultat net, premièrement. Deuxièmement, les dividendes. Et troisièmement, les réserves. Et la question qui doit être posée est la question suivante. Est-ce que l'ensemble de ces chiffres doit être enregistré au niveau de la balance des paiements ou nous avons une combinaison de ces chiffres qui doit être ou qui doit figurer au niveau de la balance des paiements? Pour répondre à cette question, je distingue déjà entre le mouvement du capital et le résultat du mouvement du capital. Je répète, on distingue entre le mouvement du capital et le résultat du mouvement du capital. Alors, le mouvement du capital, il est enregistré au niveau du compte financier. Le problème ici ne se pose pas. C'est ce qu'on vient de voir maintenant. Mais le revenu du mouvement du capital, il est enregistré au niveau du compte des transactions courantes et c'est ce qu'on appelle le revenu primaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le revenu primaire? Ce n'est rien d'autre que le résultat d'un mouvement de capital, qu'il soit investissement direct ou qu'il soit investissement en portefeuille ou qu'il soit un placement ou bien sûr un prêt. Donc, je répète, lorsque il s'agit d'un mouvement du capital, ce mouvement doit être enregistré au niveau du compte financier. Par contre, le revenu du mouvement du capital, il est considéré comme un revenu primaire. Il doit être enregistré au niveau du mouvement, des transactions courantes. Donc là, le revenu primaire, c'est le résultat d'un mouvement de capital. Alors, dans notre cas, comment on appelle les 100 millions de dirhams réalisés comme résultat net à la fin de l'année? Le revenu primaire. On l'appelle revenu primaire. Est-ce qu'il doit être enregistré en haut ou bien en bas de la balance des paiements? En haut. En haut. Qu'il s'agit d'un mouvement de capitaux ou est-ce qu'il s'agit d'une transaction courante? Transaction courante. Très bien. Alors, revenons maintenant au compte des transactions courantes. Alors, le compte des transactions courantes, n'oublions pas la chose suivante. Je vous ai dit que nous avons le débit et nous avons le crédit. Et nous avons dit le débit, c'est une sortie de devise. Par contre, le crédit, c'est une entrée, évidemment, de devise. Donc, vous le voyez ici, en haut, tout en haut. Vous avez ici transaction courante en crédit. Il s'agit d'une exportation de transactions courantes. Il s'agit d'une opération courante qui se matérialise par des entrées de devises. Par contre, ici, en débit, nous avons des opérations courantes, notamment des importations qui se matérialisent par des sorties de devises. Très bien. Maintenant, revenu primaire.
Alors, revenu primaire, et je vais m'intéresser rien qu'aux éléments qui m'intéressent. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant quelle est la signification de ces 25 milliards de dirhams? 25,8 milliards de dirhams ou les 26 milliards de dirhams. Entrée de devise. Est-ce qu'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie de devise? Il s'agit d'une sortie de devise. Sortie de devise. Non, une entrée. Entrée de devise. Allez. Sortie. C'est du but. C'est une sortie de devise. Débit ou crédit? Sortie de devise. Il s'agit d'une sortie de devise. De devise, oui. Il s'agit d'une sortie de Une devise. sortie de devise. Alors, dites-moi, quand est-ce que nous avons une sortie de devise? Est-ce que lorsqu'il s'agit des revenus des investissements étrangers réalisés au Maroc ou lorsqu'il s'agit des revenus des investissements réalisés ou des investissements marocains à l'étranger? Les investissements. Revenus des Marocains. investissements Au Maroc. réalisés au Maroc. Donc, il s'agit ici des revenus réalisés par les investissements étrangers au Maroc. Est-ce qu'il s'agit des entrées ou des sorties de devises? Les sorties de devises. Les sorties de devise. Très bien. Sortie de devise. Donc, les 25 milliards de dirhams ou les 26 milliards de dirhams, c'est les revenus réalisés par les investissements étrangers au Maroc, les investissements cumulés. Je précise que ici, ce sont les revenus réalisés par l'ensemble des investisseurs étrangers au Maroc. Bien sûr, les investissements réalisés en 2019, mais aussi les investissements réalisés dans les années précédentes ou dans les décennies précédentes. C'est-à-dire ici, les 25 ou les 26 milliards de dirhams, c'est les résultats ou c'est les bénéfices réalisés par les investisseurs étrangers au Maroc. Maintenant, quelle est la signification de ces 7,4 milliards de dirhams? C'est quand même important, les 7,4 milliards de dirhams. Je vous signale que nous venons de, bien sûr, on vient d'attaquer aujourd'hui les investissements à l'étranger ou les entreprises étrangères commencent aujourd'hui à chercher des opportunités sur la scène internationale et ils commencent à investir. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate quand même qu'on a réalisé des revenus de l'ordre de combien? De 7,4 milliards de dirhams. Donc, quelle est la signification de ces 7,4 milliards de dirhams? Sont des revenus réalisés par l'ensemble des investisseurs marocains au Maroc, à l'étranger. À l'étranger. Mais pour être très précis, je dirais la chose suivante. Les 26 milliards de dirhams, c'est les revenus réalisés par les mouvements de capitaux étrangers réalisés au Maroc. Par contre, les 7,4 milliards de dirhams, c'est les résultats des mouvements de capitaux réalisés par des résidents à l'étranger. Voilà la vraie signification de ces chiffres-là. Maintenant, si je vois uniquement revenu d'investissement, ici revenu des investissements, c'est clair, 25,8 milliards de dirhams, c'est évidemment, ce n'est rien d'autre que les revenus réalisés par les investissements ou les investisseurs étrangers au Maroc. Par contre, les 7 milliards de dirhams, 6,8 milliards de dirhams, ce sont les revenus réalisés par les investissements marocains à l'étranger. Très bien. Avant de continuer, qu'est-ce que vous constatez ici? Est-ce que nous avons un déficit ou nous avons un excédent? Un déficit. Un déficit. Il s'agit d'un déficit. Alors là, comment peut-on expliquer ce déficit? Comment peut-on expliquer ce déficit? Le revenu des investissements étrangers au Maroc est supérieur au revenu des investissements marocains à l'étranger. Très bien. Et quelle est la raison principale? Parce que les investissements étrangers au Maroc sont de loin supérieurs aux investissements marocains à l'étranger, ce qui est complètement normal. Je vous signale que l'expérience marocaine, il ne date que de quelques années. Par contre, les investissements marocains
les investissements pardon, étrangers au Maroc, ils datent de plusieurs décennies. Et malgré cela, nous constatons quand même une percée assez importante. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il ne faut absolument pas aujourd'hui prendre ce chiffre d'une manière basique ou simpliste. Pourquoi? Parce que effectivement, nous avons un déficit de l'ordre de 18,5 milliards de dirhams entre les revenus réalisés dans le cadre des investissements marocains à l'étranger et les revenus réalisés par les investissements étrangers au Maroc. Mais il faut dire aujourd'hui que nous tirons profit de ces investissements étrangers au Maroc. Ne prenons qu'un seul exemple, l'exemple du projet Renault-Tangemed ou le secteur automobile d'une manière générale. Nous avons dit que le secteur automobile, aujourd'hui, il est devenu le premier secteur exportateur au Maroc. Et derrière le secteur automobile, nous avons les investisseurs étrangers. Nous avons jusqu'aujourd'hui deux principaux constructeurs. Nous avons bien sûr Renault et nous avons PSA. Et nous attendons l'entrée d'autres constructeurs. Donc, ces investisseurs étrangers, malgré que les investissements étrangers, malgré qu'ils entraînent une sortie de capitaux suite aux revenus qui doivent être transférés vers l'étranger, il faut dire que ces investissements étrangers sont à l'origine d'une entrée conséquente de devises suite aux exportations, premièrement. Deuxièmement, ces investissements à l'étranger, aujourd'hui, sont parmi les investissements les plus employeurs. Et aujourd'hui, nous avons des régions qui voient leur développement dépendant intégralement des investissements à l'étranger. Je prends la région du Nord comme exemple, une région qui a été totalement transformée grâce à ces investissements à l'étranger. Nous avons aujourd'hui une deuxième région qui est en train de se développer d'une manière très rapide, c'est la région de l'Europe, notamment de Rabat et de Kinitra. C'est grâce à ces investissements à l'étranger. Donc l'investissement étranger, il est générateur de devises grâce aux importations, pardon, grâce aux exportations, il est générateur de l'emploi, c'est un secteur très employeur, il est générateur de la valeur ajoutée et de la croissance économique, il est générateur de développement. Nous voyons aujourd'hui que le développement de certaines régions, il est lié à l'investissement à l'international, mais il est aussi à l'origine d'un transfert de technologie massif vers le Maroc. Nous le voyons notamment à travers le secteur de l'automobile, mais aussi à travers tout ce qui est secteur aéronautique, mais aussi il donne une image très positive sur l'économie marocaine. Plus on investit, plus les étrangers investissent au Maroc, plus on attire d'autres investisseurs, plus on contribue au développement. Et aujourd'hui, le secteur de l'automobile peut être comme une véritable fierté. C'est grâce à l'investissement étranger que le Maroc se positionne à l'international. Et je vous signale que la bataille elle est rude. On a eu une concurrence rude avec les voisins, avec l'Algérie, avec la Tunisie, même avec l'Égypte, pour attirer ces gros investisseurs, notamment les grands constructeurs automobiles. Et aujourd'hui, l'investissement à l'étranger, malgré cette sortie de capitaux suite aux revenus, il faut dire qu'il a contribué énormément au développement de l'économie marocaine à travers les entrées de devises
suite aux exportations, à travers sa contribution à l'emploi, à travers sa contribution au transfert de technologie, à travers sa contribution, bien sûr, au développement régional, etc. Donc là, l'investissement à l'étranger ne devrait pas être uniquement considéré comme une source de sortie de devises. Oui, effectivement, il entraîne des sorties de devises, mais il a aussi, il entraîne aussi, ou il permet aussi la réalisation de plusieurs atouts économiques. Très bien. Alors maintenant, revenons aux 3 chiffres restants. Le premier chiffre, c'est les 100 milliards, les 100 millions de dirhams. Le deuxième chiffre, c'est les 60 millions de dirhams. Et le troisième chiffre, c'est les 40 millions de dirhams. Je commence par les 100 millions de dirhams. Est-ce qu'il doit être enregistré en haut ou bien en bas de la balance des paiements? Transaction courante ou compte financier? Transaction Transaction courante. courante. Transaction courante. Plus exactement, Revenu primaire. revenu primaire. Est-ce qu'il s'agit d'un débit ou d'un crédit? Un débit. Débit. Il s'agit d'un Débit. débit. Une entrée ou une sortie de devise? Une sortie. Sortie de Sortie de Sortie de devise. devise. Sortie de devise. Très bien. Maintenant, il nous reste 2 chiffres. Il nous reste 2 chiffres. Les 2 chiffres qui nous restent, c'est les dividendes et les réserves. Alors, pour vous aider, un seul chiffre parmi ces 2 doivent être enregistrés et doit figurer au niveau de la balance des paiements. Et le troisième ou le 4e chiffre ou le chiffre restant, il va découler ou il va émaner directement des 2 enregistrements. Le premier enregistrement, c'est le revenu primaire et le deuxième enregistrement, c'est l'enregistrement que nous cherchons. Alors, à votre avis, quel est le 3e chiffre qui doit figurer au niveau de la balance des paiements? Est-ce qu'il va s'agir d'une transaction courante ou est-ce qu'il va s'agir d'un mouvement de capitaux et d'un investissement? Je voudrais que vous preniez le temps de répondre. Alors là, je vais essayer de vous aider. Lorsqu'une entreprise réalise un résultat, un bénéfice, un résultat net ou un bénéfice, ce que nous avons appelé dans notre cas un revenu primaire. Ce résultat, il doit être affecté. Et il est affecté aux dividendes et aux réserves. Les dividendes, bien sûr, qui en profitent, c'est les actionnaires. Maintenant, les réserves, à votre avis, quelle est la destination des réserves? Pourquoi l'entreprise, évidemment, enregistre ou affecte une part de son revenu et de son bénéfice aux réserves? Pour améliorer l'entreprise. Investir une deuxième fois. Très bien. Pour réinvestir. Pour réinvestir. Donc, les réserves, ça va rester au Maroc. Alors, il reste au Maroc. Très bien. Il reste au Maroc. Mais, qui est le propriétaire du capital? L'entreprise espagnole. L'entreprise étrangère. L'entreprise étrangère. Très bien. L'entreprise étrangère. Dites-moi, dans ce cas-là, qui est le propriétaire du revenu primaire? C'est normal. C'est la contrepartie du capital. Qui est le propriétaire du capital? C'est l'entreprise étrangère. Et dans ce cas-là, qui est le propriétaire de la contrepartie du capital? L'entreprise C'est étrangère. l'entreprise étrangère. Et qu'est-ce qu'il va faire avec une partie de ce revenu primaire? Il va le réinvestir au Maroc. Qui est la partie qui doit être réinvestie au Maroc? Le réserve. Le réserve. Très Les bien. réserves. Très bien. Donc, ces réserves, ils peuvent être comme quoi?
comme un réinvestissement. Et l'investissement, est-ce que c'est une transaction courante ou est-ce qu'il s'agit d'une transaction courante ou d'un mouvement de capitaux? Mouvement de capitaux. Mouvement de capitaux. Il doit être enregistré en haut ou bien en bas de la balance des paiements. En bas de la balance. Très bien. Donc là, les réserves dans notre exemple, elles s'élèvent à quel montant? 40 millions. À 40 de millions dirhams. Ces 40 millions de dirhams, ils doivent être enregistrés au En bas de la balance, au niveau de compte financier. niveau du compte financier. Au niveau du compte financier. Plus exactement, investissement direct, encore action et part de fonds de placement. Est-ce qu'il s'agit d'acquisition nette d'avoir ou est-ce qu'il s'agit d'accroissement net des engagements? Accroissement net des engagements. Net des engagements. Accroissement net des engagements. Très bien. Maintenant, je vous demande de bien vouloir me suivre. Si on s'intéresse au flux financier, quel est le montant qui a quitté le territoire national à la fin de l'année? Les dividendes. Les Les dividendes. dividendes. Ils sont de quelle somme? 60 millions. 30 millions. 30 millions de dirhams. 60 millions de dirhams. Très bien. Maintenant, les 60 millions de dirhams, je vous ai dit, ils sont d'une manière implicite directement enregistrés. Alors là, revenu primaire, il est de l'ordre de combien? Dans notre 100 exemple. millions. 100 100 millions. millions de dirhams. 50 millions. 100 millions de dirhams. On l'a enregistré en débit ou bien en crédit? On débit. En JB. En débit. En débit. JB. Il s'agit d'une En crédit, en crédit. On dit parce que c'est une sortie de Débit. On dit que c'est Non, une JB, sortie. sorti. Il s'agit d'une sortie de l'ordre de 100 millions de dirhams. Donc, on a une sortie de 100 millions de dirhams. On est d'accord? Ensuite, une partie est réinvestie en Maroc. On vient de l'enregistrer. Partie, il est réinvesti. Cette partie, il est de 40 millions de dirhams. C'est une entrée ou c'est une sortie de devise? Entrée de devise. Entrée de devise. Entrée. De quel montant? 30 millions de dirhams. 40 millions de dirhams. Donc, nous avons une sortie de 100 millions et une entrée de 40 millions. Donc, quel est le résultat net? Quel est le résultat net? 60 millions. 60 millions de dirhams. 60 millions de dirhams. Plus de 60 millions de dirhams. Qu'est-ce qui s'est passé effectivement? Il s'agit des dividendes versés à l'étranger. Donc, on n'a pas besoin de les intégrer puisqu'ils apparaissent directement. On a une sortie de devise de 100 millions de dirhams suite au revenu primaire et une partie de ces 100 millions de dirhams revient une autre fois sur le territoire national sous forme d'investissement étranger et la différence, évidemment, c'est la sortie nette de devises et cette sortie nette de devises n'est rien d'autre que les dividendes. Très bien, je reviens maintenant à la balance des transactions courantes. La balance des transactions courantes, nous avons dit, c'est 4 sous-rubriques. Les biens, les services, ensuite revenus primaires. Et je précise ici que revenu primaire, ce n'est rien d'autre que le résultat des mouvements de capitaux. Maintenant, le revenu secondaire, c'est la première source de devises en Maroc. Vous le voyez ici, 81 milliards de dirhams. Alors, je vous signale que c'est d'une manière très simple. C'est ce qu'on appelle les transferts unilatéraux. C'est généralement des transferts sans contrepartie. Alors là, ces transferts unilatéraux, pour nous, si je prends par exemple les 78 milliards de dirhams, ce n'est rien d'autre que les transferts effectués par les Marocains résidant à l'étranger vers le Maroc. Je répète, quelle est la signification de ces 78 milliards de dirhams?
c'est les transferts effectués par les Marocains résidant à l'étranger, ce qu'on appelle aujourd'hui les Marocains du monde. Par contre, ici, qu'est-ce que ça signifie, ces 6 milliards de dirhams? C'est les transferts effectués par les non-résidents vers l'étranger. Prenons par exemple un Sénégalais dans une situation régulière au Maroc qui fait des transferts vers le Sénégal. Est-ce qu'il s'agit d'une entrée ou d'une sortie de devise? Sortie de devises. Sortie. Il s'agit de revenus primaires. Non, il ne s'agit pas de revenus primaires. Il s'agit de revenus secondaires. Et il s'agit des transferts qui sont effectués par des non-résidents. Donc, les 5,7 milliards de dirhams, c'est les transferts effectués par les non-résidents vers l'étranger. Maintenant, les transferts publics, c'est tout ce qui entre, bien sûr, dans le cadre des retraites, des pensions, des assurances maladie, etc. Des transferts effectués par des institutions gouvernementales à l'étranger vers le Maroc et vice-versa. Donc ici, lorsqu'on dit revenus secondaires, pour le cas du Maroc, il s'agit essentiellement des transferts effectués par les Marocains résidant à l'étranger. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que c'est le premier compte de devises au Maroc. la première Premier centre de devises. le premier compte générateur de devises au Maroc. C'est la première source de devises au Maroc. Certes, cette situation se présente depuis plusieurs décennies et bien sûr, nous espérons sa durabilité dans le temps, sauf qu'aujourd'hui, on est au niveau de la troisième et de la quatrième génération des Marocains résidant à l'étranger et nous avons tout un changement de mentalité, malgré qu'aujourd'hui, nous avons encore le secteur où les transferts des Marocains résidant à l'étranger qui constitue la première source de devises en Maroc. Il faut dire qu'à long terme, à moyen et long terme, avec l'arrivée des quatrième, des cinquième générations des Marocains résidant à l'étranger, il peut y avoir une tendance, bien sûr, à la baisse. Nous espérons bien sûr que ce ne soit pas le cas et que cette situation perdure puisqu'on en a vraiment besoin. Donc là, maintenant, si je regroupe mes 4 sous-rubriques, biens, services, revenus primaires et revenus secondaires, nous avons ce qu'on appelle la balance des transactions courantes ou la balance des paiements courants. Donc, vous écrivez la balance des paiements courants ou la balance des transactions courantes concerne les exportations et les importations des biens et services, les exportations et les importations des biens et services, et les transferts relatifs aux revenus primaires et aux revenus secondaires. Maintenant, ce compte des transactions courantes, et vous voyez le résultat devant vous. Est-ce qu'il est excédentaire ou il est déficitaire? Excédentaire. Il est excédentaire ou déficitaire? Excédentaire. Déficitaire. 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 Il est déficitaire. Et le déficit, en principe, c'est entre 4 et 5% du produit intérieur brut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner quelle est sa signification? À l'instar de ce que nous avons dit pour la balance des échanges des biens et services, nous avons dit notre principal souci,
c'est comment financer le déficit de la balance des échanges des biens. Alors là, on va récapituler. La balance des échanges des biens, est-ce qu'il est excédentaire ou déficitaire? Déficitaire. Déficitaire. La balance des échanges de services. Excédentaire. Excédentaire. La balance des échanges des biens et services. Déficitaire. Déficitaire. Elle est Revenu, déficitaire. revenu primaire. Excédentaire. Excédentaire. Non, elle est déficitaire. Le revenu primaire. Déficitaire, monsieur. Déficitaire, monsieur. Ne faites pas de mélange, vous devrez être sûr de ce que vous dites. Le revenu primaire est Le déficitaire. primaire, nous avons dit il est déficitaire pour la simple raison que les investissements étrangers au Maroc sont plus importants que les investissements marocains à l'étranger. Et partant de là, les revenus des investissements étrangers au Maroc sont plus importants que les revenus des investissements marocains à l'étranger. Et on est dans une situation déficitaire pour le revenu primaire. Maintenant, revenu secondaire, première source de devises. Excédentaire. Excédentaire, monsieur. Excédentaire. Et nous avons dit c'est essentiellement c'est les transferts des Marocains résidant à l'étranger. Maintenant, la balance des transactions courantes ou la balance des paiements courants. Est-ce qu'il est excédentaire ou il est déficitaire? Déficitaire. Déficitaire, monsieur. Très bien. Il est déficitaire. Alors, quelle est sa signification? L'excédent de la balance des échanges de services et l'excédent des revenus secondaires ou les transferts des Marocains résidant à l'étranger ne permettent pas d'absorber l'intégralité du déficit de la balance des échanges des biens et le déficit du compte revenu primaire. Donc, vous écrivez la balance des transactions courantes ou la balance des paiements courants ou la balance des paiements courants est déficitaire. Est déficitaire. Son déficit se situe autour de 5% du produit intérieur brut. Point. Donc là, l'explication. L'excédent de la balance des échanges de services, l'excédent de la balance des échanges de services et les transferts des Marocains résidant à l'étranger ne permettent pas d'éponger l'intégralité du déficit de la balance des échanges des biens, aggravé par
le déficit aggravé par le déficit du compte revenu primaire. Une économie forte, nous avons dit, se voit en haut de sa balance des paiements. Et il faut réaliser l'excédent ou au moins l'équilibre à travers la balance des échanges des biens. Pour le cas du Maroc, ce n'est absolument pas le cas. Donc pour le Maroc, ce n'est absolument pas le cas. On descend vers les services et on réalise un excédent, mais cet excédent ne permet pas d'éponger le déficit de la balance des biens. Autrement, la balance des échanges des biens et services est déficitaire. Il faut en descendre ainsi pour chercher l'équilibre encore en bas de la balance des paiements. En intégrant le revenu primaire et le revenu secondaire, nous constatons malheureusement que le déficit persiste autrefois. Et la balance des transactions courantes est aussi déficitaire. Et nous avons encore un déficit de 47 milliards de dirhams que nous sommes amenés à financer ou à éponger. Autrement, il faut encore descendre vers le fond de la balance des paiements pour chercher l'équilibre. Une balance des paiements, finalement, il devrait toujours être équilibré. Et si l'équilibre ne se réalise pas au niveau de la balance des transactions courantes, que le déficit de cette balance des transactions courantes soit assuré par les mouvements de capitaux. Et partant de là, nous posons la question suivante: comment se finance le reste de ce déficit? Alors là, je vais m'intéresser à un élément parmi d'autres. Nous avons au départ des entrées de devises grâce à l'investissement étranger en Maroc, qui constitue un élément important d'entrée de devises, et cet élément devrait nous permettre d'alléger ou de financer le déficit de la balance des transactions courantes. Mais ici, nous avons surtout autres investissements. Et autres investissements, vous avez ici tout ce qui concerne les prêts et les crédits commerciaux. Je vous signale que d'une manière très simple, lorsque je prends par exemple ici prêt, ce n'est rien d'autre que l'endettement sur les marchés internationaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie ce chiffre-là de 12,4 milliards de dirhams? Ça signifie que l'endettement a augmenté de 12,4 milliards de dirhams. Notre endettement a augmenté de 12,4 milliards de dirhams. Ça ne signifie pas qu'on a uniquement emprunté 12,4 milliards de dirhams. Mais je vous donne une vraie signification de ce chiffre-là. Nous supposons la chose suivante. Nous supposons que nous avons emprunté 42 milliards de dirhams et nous avons remboursé 30 milliards de dirhams. Donc, ces 12 milliards de dirhams, ce n'est que le solde entre ce que nous avons emprunté effectivement et ce que nous avons remboursé. Donc ici, les 2,4 milliards de dirhams, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie une augmentation du stock de la dette externe ou une augmentation de l'endettement extérieur. Et bien sûr, en 2019, on a emprunté une somme qui est largement supérieure à celle-là.
ou à celle-ci. Bien sûr, ce n'est que la différence entre ce que nous avons emprunté et ce que nous avons remboursé. Ce que nous avons emprunté est de loin supérieur au solde que vous avez ici. Alors là, je vais essayer de résumer et de dire la chose suivante. Pour faire face au déficit de la balance des transactions courantes ou le financement du déficit de la balance des transactions courantes se fait via trois principaux éléments de la balance des capitaux ou du compte financier. Premièrement, les entrées de devises grâce aux investissements étrangers réalisés au Maroc. Deuxièmement, c'est grâce à l'endettement. Et troisièmement, grâce à l'utilisation des réserves de change dont on dispose déjà. Donc, je répète, le déficit de la balance des transactions courantes, il est généralement financé par les entrées de devises suite, bien sûr, à les entrées de devises suite à l'investissement étranger au Maroc, premièrement. Deuxièmement, grâce aux crédits commerciaux réalisés aux entreprises marocaines. Et troisièmement, grâce à l'endettement à l'international, l'endettement extérieur. Et enfin, il se peut qu'on fait appel aux réserves de change déjà constituées les années précédentes. Autrement, le déficit du haut de la balance des paiements est financé par l'excédent de la balance des capitaux. Mais cet excédent de la balance des capitaux, malheureusement, se base sur l'endettement extérieur et le Maroc, on le constate ces dernières années, fait appel d'une manière de plus en plus intense à l'endettement international avec un risque de se trouver une autre fois dans un cycle interminable d'endettement à l'international ou dans un cercle vicieux de l'endettement à l'international. Donc, vous écrivez le déficit de la balance des transactions courantes, le déficit de la balance des transactions courantes est financé par deux points à la ligne, premier tiré, les entrées de devises réalisées dans le cadre de l'investissement étranger au Maroc. Deuxième tiré, les crédits commerciaux accordés par les entreprises non résidentes aux entreprises résidentes. Troisième tiré, l'endettement extérieur. L'endettement extérieur. Quatrième tiré,
les avoirs de réserve, malgré que ce n'est pas le cas pour l'année 2019. Quatrième tiré, les avoirs de réserve. Sur ce, cet enregistrement prend fin. Je vous remercie. Monsieur, Et monsieur, à la s'il vous prochaine, plaît, Inch'Allah. Oui, les avoirs des réserves. oui. Monsieur le avoirs, quatrième. Oui. un point, les avoirs de réserve, ce sont les réserves de change dont on dispose déjà. Et les avoirs de réserve, ce n'est rien d'autre que les devises ou les avoirs en devises dont on dispose. Et juste à titre indicatif, je vous signale que les avoirs de réserve, ils sont mesurés en mois d'importation. Aujourd'hui, à titre d'exemple, le Maroc se trouve dans une situation très satisfaisante et nous disposons des réserves de change qui peuvent nous permettre de financer 7 mois d'importation. Donc, je répète, les réserves de change, les avoirs de réserve, c'est évidemment le stock de devises dont on dispose sur le territoire national, ces avoirs de change ou les réserves de change, ils sont mesurés en mois d'importation, c'est-à-dire le nombre de mois d'importation que peuvent financer les réserves de change dont on dispose. Aujourd'hui, au Maroc, nous sommes à 7 mois d'importation, ce qui signifie que nos réserves, en fin d'année 2020, nous permettent de financer 7 mois d'importation. Et le seuil généralement indispensable, c'est d'avoir au moins 4 mois d'importation. Et le Maroc aujourd'hui, il est de loin supérieur à ce seuil exigé. Donc voilà les explications nécessaires pour mieux maîtriser ce premier chapitre relatif à la balance des paiements. Le chapitre suivant, Inch'Allah, on s'intéressera aux opérations de change, au marché de change, au cours de change, et évidemment à l'ensemble des explications qui portent sur le marché de change et sur le taux de change. Je vous remercie et à la séance prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur.